Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Premier ministre indien qui vient d'être réélu s'est rendu en Russie en début de semaine. Face à celui qu'il considère comme son ami, Narendra Modi a plaidé pour la paix. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde a refusé de prendre clairement parti dans le conflit et s'est abstenue de voter les résolutions de l'ONU contre la Russie. Quant aux relations commerciales entre les deux pays, elles semblent se renforcer puisqu'elles ont augmenté de 50 milliards de dollars en un an. Quels sont les enjeux de cette visite? Où en sont les relations entre l'Inde et la Russie? Décryptage ce soir avec Driss Issaoui. Vous êtes analyste politique. Un plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de faire une émission avec vous. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Parlons donc de cette visite du Premier ministre indien en Russie. Quels sont les enjeux de cette visite? Quels sont les enjeux de cette visite et pourquoi à ce moment particulier où il y avait une réunion à l'OTAN en parallèle et puis il faut dire que c'est la première visite officielle bilatérale depuis la réélection du Premier ministre. Donc quels sont les enjeux? Les enjeux sont énormes, sincèrement. Pourquoi? Les raisons sont multiples et énormes par rapport dans la relation entre l'Inde et la Russie. La Russie qui aujourd'hui vit un moment assez particulier avec ce clash avec l'Ukraine, mais aussi avec ces relations très problématiques avec le monde occidental, qui célèbre aujourd'hui le 75e anniversaire de l'OTAN aux États-Unis, ce qui est un moment assez important. Justement, pour remarquer ça. Ce timing, qu'est-ce qu'on peut dire de ce timing? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ça? D'abord, l'Inde, il a été dit, et je pense que c'est déjà vérifié, c'est pratiquement le pays qui a le nombre le plus important de citoyens vivant aujourd'hui sur la terre de l'Inde. C'est l'un des pays qui est l'un des plus riches au monde, malgré, bien entendu, toutes les difficultés que l'on peut citer ici et là. Mais le gouvernement indien est un gouvernement qui est très entreprenant. Il est capable d'investir énormément et que cette ouverture vers la Russie c'est pas un simple hasard. C'est véritablement un acte politique majeur de ce Premier ministre qui vient d'être réélu. Et il part où? Il part chez Vladimir Poutine pour lui dire « Nous, on n'a pas de problème avec vous, on ne va rien voter contre vous et de toutes les manières, ce que vous allez faire pour nous, nous l'acceptons. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, nous le ferons. » C'est ça, en fait, le véritable dialogue. Je ne connais pas, on n'est pas dans le secret de Dieu, mais c'est une relation qui est très intéressante. Et bien, il est bien aussi, en tant qu'analyste, de regarder tous ces éléments-là, de voir pourquoi l'Inde va aujourd'hui même, justement, au moment où le 75e anniversaire de l'OTAN se tient aux États-Unis, au moment où tous les pays occidentaux essaient de rassembler leurs forces pour dire à la Russie « nous sommes contre vous ». Alors, quand ils disent ça, il y a derrière tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons Donald Trump qui monte de manière vertigineuse au niveau des sondages et va très probablement être à la tête du plus grand pays du monde, à savoir les États-Unis. Et c'est quelqu'un qui a déjà dit que moi, cette guerre, disons, cette situation problématique avec la Russie, je vais la résoudre en un jour. C'est le président qui va aller chez Vladimir Poutine lui dire quels sont les problèmes qu'il y a entre nous, on les résout tout de suite. Bien sûr, Donald Trump est aussi quelqu'un qui avait créé de graves problèmes avec les Palestiniens, parce que c'est lui qui a favorisé la décision d'Israël de prendre Jérusalem, etc., etc. Mais nous sommes dans un monde en mouvement. C'est une grande dynamique qui se dessine au fond des relations internationales. Un monde donc en mouvement, tout est interconnecté.
Vous l'avez dit, donc les liens entre la Russie et l'Inde, pour rester donc sur ces deux pays, sont spéciaux, un acte politique majeur émanant de l'Inde, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre entre le Premier ministre et le chef d'État russe? C'est un acte positif du côté de l'Inde et du côté de la Russie. Pourquoi? Parce que les deux pays ont fait un choix stratégique avant. Ils se sont joints au groupement des BRICS, qui rassemble donc le Brésil, etc. Et il y a l'Inde qui est associée. Et il y a la Russie qui est associée. Il y a l'Afrique du Sud, etc. Donc tout ça, les BRICS, c'est quoi? C'est le nouvel ordre économique et politique mondial qui doit intervenir incessamment sous peu et avec lequel il faudra être ou d'accord ou pas d'accord, mais de toutes les manières, vous ne pouvez pas être en dehors du cercle des BRICS qui va redéfinir, comme je vous ai dit, les relations internationales, politiques, économiques et socio-économiques de demain. Donc finalement, quand on dit demain, c'est à partir donc de 2030, 2035, 2040, etc. Donc on est là véritablement vers un moment crucial dans l'évolution des relations internationales, particulièrement entre la Russie et l'Inde. Et justement, puisque vous parlez des BRICS aujourd'hui, quel poids représente un petit peu l'Inde au sein de cette alliance, en sachant que l'Inde fait également partie de l'organisation de la coopération de Shanghai? Oui. Et du coup, quel poids représente aujourd'hui l'Inde et quelle influence peut-elle avoir? Écoutez, je voudrais juste vous attirer votre attention sur un fait. Quand vous parlez de l'industrie sidérurgique ou quand vous parlez des investissements internationaux sur le verre, par exemple, le verre industriel, d'ailleurs, les capitaux indiens, ils sont présents en France, ils sont présents en Angleterre, ils sont présents aux États-Unis. C'est des capitaux qui sont très forts. Et ils sont aussi très, très forts en Afrique. Parce que ce sont des capitaux qui ont su se placer sur ces créneaux-là. Et ils sont capables de le faire. Et n'oublions jamais que l'Inde, c'est le pays de Mahatma Gandhi. C'est le pays qui a fait la différence avec la paix, avec la quiétude et avec une capacité de dire les vérités autrement que par la force. Et l'Inde, c'est véritablement le pays qui nous donnera très certainement de très belles indications sur comment sera demain. Demain, comment on sera traité, quel commerce on va faire, avec qui on va travailler. Et moi, je n'oublierai jamais que l'Inde et le Maroc entretiennent quand même des relations importantes. Par exemple, l'Inde, c'est un pays qui consomme énormément de produits de phosphate. Et c'est un pays qui a d'excellentes relations avec tous les pays qui ont su développer ce qu'on sait, le savoir-faire dans l'irrigation. Et pour eux, savoir-faire dans l'irrigation, c'est-à-dire vous avez le savoir de diriger votre vie, de diriger votre destin, et les Indiens sont comme ça. Il faut les prendre de cette manière. L'Inde, donc une puissance aujourd'hui démographique, un pays émergent au potentiel extraordinaire, oui. Un pays qui a également des alliés qui se placent comme équilibristes, on va dire, puisqu'il a des rapports avec la Russie, oui. Avec mais la Chine. également avec l'Occident. Oui. Et du coup, puisqu'il y a un petit peu ces deux blocs Occident-Russie, comment peut se placer aujourd'hui l'Inde dans ce contexte et comment maintenir cet équilibre au niveau géopolitique, bien évidemment? Je pense que les Indiens d'aujourd'hui, comme ceux d'hier d'ailleurs, ils ont leur savoir-faire, ils ont leur philosophie. Et c'est un pays qui est véritablement inscrit dans une logique de continuité. Comment cette visite pourrait être perçue par les alliés de l'Inde aujourd'hui? Je pense que les gens, tous ceux qui sont contre la Russie vont désapprouver cette visite. C'est clair. Parce que quelqu'un qui vient d'être élu au niveau du Parlement et du gouvernement indien, qui va faire sa première visite d'État
à la Russie, ça c'est une symbolique extraordinaire. D'ailleurs, nous, quand on regarde les chefs d'État en Europe, on dit qu'il a consacré sa première visite à son truc à, etc. Donc toujours. Est-ce qu'on peut parler donc d'un risque que prend l'Inde aujourd'hui dans ses relations internationales? Je ne pense pas. C'est-à-dire que l'Inde est le pays le plus sage dans tout ça, sincèrement. Et la réflexion et tout ce qu'il mène comme réflexion, d'ailleurs, il faut les allier à quoi? À ce que disent les Chinois, à ce que disent les Russes eux-mêmes. Parce que malheureusement, nous n'avons aucune information qui nous parvient de ce qui se passe en Russie aujourd'hui, sincèrement. On est très mal informés. On prend des positions qui sont calquées sur les organes de presse, sur les moyens de propagande européens. Quand on dit européens, c'est-à-dire c'est les organes de presse français, anglais, etc. Et finalement, l'Inde est en train de s'inscrire en faux contre toutes les turpitudes que peut présenter une relation bilatérale avec un seul pays. C'est un pays qui est en train de s'allier à une force montante. On est en train de se dire, c'est ça la vérité. La Russie, ce n'est pas un petit pays que l'on peut balayer du revers de la main. C'est un continent. On l'oublie souvent. Et de toutes les manières, c'est un pays qui va très certainement faire ses preuves en tant que pays important, en tant que pays signataire de tous les grands traités du monde entier, et ils sont là, ils sont devant nous. Vous l'avez dit, donc une visite à la symbolique importante. Qu'est-ce que cela révèle des relations profondes entre la Russie et l'Inde? Est-ce qu'aujourd'hui, Poutine peut compter sur l'Inde? Écoutez, tout à l'heure, moi j'ai commencé par vous parler des BRICS. Et les BRICS, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est un groupement géostratégique nouveau qui a pour ambition de définir les futures relations internationales. Toutes les stratégies de demain, elles vont être écrites dans le cadre des BRICS, dans le cadre de ce que ces nouveaux pays. Parce qu'en fait, quand vous venez et vous entrez dans un système où il y a les institutions de Bretton Woods, en fait, c'est la Banque mondiale, le FMI, qui détermine les règles de fonctionnement. Et si vous ne suivez pas les règles qui sont définies par ces institutions, on vous chasse, on vous fait une guerre. Or, avec les BRICS, c'est différent. Il y a une liaison sur les questions économiques et financières qui n'a rien à voir avec la logique des institutions de Bretton Woods, différentes, complètement différentes, parce que ce n'est pas la même chose. Le dollar n'est pas la référence, parce qu'en fait, nous sommes dans un système où c'est le dollar qui est maître du monde. Si vous avez le dollar, vous avez tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est allé très loin. Avec le système colonialiste, par exemple, la France a développé ce qu'on a appelé le système de franc CFA, qui est une manière de dilapider les fonds des pays africains en prenant leurs ressources en or, en les installant chez eux et en donnant finalement, en soumettant la décision d'augmenter la valeur, de la diminuer en fonction d'une autorisation que les pays africains devaient prendre chez les Français. C'est une phase qui est dépassée. Et c'est pour ça que moi je l'ai toujours dit, le Maroc est devenu un pays militant du développement. Le Maroc a toujours dit que l'Afrique n'a besoin que de l'Afrique. Et c'est pour cela que toutes les initiatives prises par le Maroc vont dans ce sens militant pour justement se départir des relations bilatérales malades, des relations bilatérales qui font mal aux pays qui ont été colonisés, notamment les pays africains, et que toutes les initiatives que le Maroc prend sont des initiatives d'avenir. Donc les BRICS, l'OCS,
des nouveaux blocs, on va dire, pour un petit peu contrer l'influence du dollar, comme vous l'expliquez si bien. Donc un nouveau monde dans lequel on est en train de vivre, une nouvelle ère en tout cas qu'on est en train de viser. Si on devait parler toujours de l'Inde, donc de son rôle central un petit peu par rapport à ses alliances et ses coopérations, quel serait aujourd'hui l'état des lieux des relations avec la Chine et comment cette visite en Russie pourrait bénéficier davantage à l'Inde? Écoutez, vous êtes en train de parler de l'une des grandes puissances mondiales sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan stratégique, qui est la Chine. Et l'Inde, avec la Chine, ils ont déjà commencé à réfléchir ensemble sur leur devenir commun. Et ce que je vous ai dit sur les BRICS, ce n'est pas un petit projet entre deux petits pays. C'est un projet avec de grandes puissances mondiales qui se posent aujourd'hui comme alternative à l'ordre ancien. Moi, je vous demande de réfléchir comme ça. Réfléchir que nous sommes dans un système établi même avant la Première Guerre mondiale et on a construit un certain nombre de structures. Aujourd'hui, tous ces pays, alors si vous suivez un peu ce qui s'écrit, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce que les Chinois lancent comme message, vous allez comprendre que finalement, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et même l'Iran, dans une certaine mesure, etc., sont véritablement inscrits en faux contre tout ce système classique de domination et d'asservissement des peuples que nous avons eus et qui sont véritablement disons, une situation qui est dommageable pour des pays comme le Maroc, pour des pays africains par exemple, qui aspirent à un devenir meilleur. Une alliance donc stratégique dans laquelle on va au-delà, en tout cas des petites rivalités qui pourraient y avoir entre les pays et au niveau interne. Revenons sur ce conflit, donc sur la guerre russo-ukrainienne et sur cet appel, on va dire, de Modi à la paix. Le Premier ministre indien qui a plaidé pour un chemin vers la paix, pour le dialogue et qui a dit que la guerre ne résout pas les problèmes. L'Inde se place toujours donc comme cet équilibriste dont on parlait tout à l'heure et défend une diplomatie de multi-alignement. Qu'en pensez-vous? Et ça, moi je trouve que c'est le terme en lui-même, il est très riche. Multi-alignement. Pourquoi s'aligner sur une position bilatérale pour les intérêts d'une partie contre l'autre? Ça, c'est une logique qui est complètement dépassée dans ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre dans un système de transformation des relations bilatérales, des relations multilatérales. Et d'ailleurs, le chef du gouvernement indien, il l'a dit. Il faut pas qu'il y ait un alignement unilatéral. Il faut qu'il y ait multilatéral, qu'il y ait plusieurs indicateurs qui puissent nous dire est-ce qu'on est sur la bonne ou la mauvaise voie. Et ça, c'est important. C'est très important. Toujours dans ce contexte et dans le contexte de cette visite, il y a Washington qui a appelé donc Modi pour insister sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Quelle est la portée de cet appel dans le contexte des relations indo-russes aujourd'hui? Ça va être compliqué. L'Inde ne peut pas influencer ou faire infléchir la position de la Russie sur la question de l'Ukraine. Question de l'Ukraine, je vous l'ai dit, comme on n'a pas d'informations de première main, je veux dire de première main, réellement de ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, comment les choses se déroulent, ça va être difficile d'aller dans ce sens ou un autre. Et finalement, le Premier ministre indien, comme ce sont des politiques, ils ont leurs moyens pour s'informer, ils savent exactement où les choses vont, et ils savent exactement vers où ira la volonté des peuples indiens, des peuples russes, des peuples chinois et autres, vers où ils vont aller. Je pense qu'ils vont pousser tous vers ce changement tant attendu. Et vous allez le voir, je vous l'ai dit, ce modèle qui a été construit par les pays occidentaux, basé sur les Bretton Woods, sur tous ces mécanismes d'aliénation de tous les pays faibles, je pense que ça va disparaître
et que l'on devra donc connaître avec ce point d'inflexion qui devra intervenir incessamment sous peu, sous nos yeux d'ailleurs, ça va être compliqué, ça va être difficile. Un nouveau modèle qui voit donc le jour avec les nouvelles dynamiques internationales. Et c'est sur ce dernier mot que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Driss El Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.